on a proposé déjà ce matin plusieurs temps, hein, une plénière autour plutôt de la notion de collaboration et de management à l'heure du numérique. Un débat mouvant ce matin plutôt sur le quotidien numérique avec des affirmations et des postures peut-être plus tranchées. On a eu un moment aussi de présentation des dispositifs que la région Nouvelle-Aquitaine met en œuvre, que ce soit plutôt auprès des PME, mais aussi auprès des TPE, avec un certain nombre de partenaires du territoire. Et cet après-midi, on va commencer maintenant pour une plénière qu'on a intitulée « Produire à l'heure de l'IA » et qui fait écho aussi à d'autres types de dispositifs qui existent en région Nouvelle-Aquitaine, et notamment, je pense, au programme Usine du futur que la région a inauguré depuis longtemps. On aura un des pionniers de ce programme avec nous sur la table. Et puis, voilà, une représentation d'acteurs qui vont nous donner leur point de vue aujourd'hui. On a essayé de vous proposer une table diversifiée pour vous faire une idée de, c'est vrai, à l'heure aujourd'hui de l'intelligence artificielle et de sous ces mots, la transformation numérique engendre beaucoup de mots valises, hein, mais on essaiera d'avoir un peu plus de précision là-dessus et de voir si c'est quelque chose qui est atteignable, possible, déjà intégré dans des entreprises et à quelle fin. Et donc, pendant que Philippe Fioravanti prend une photo, j'en profite pour vous présenter nos intervenants de cette table, qui sont Marc Bagur de ThinkDeep, François Pellerin, Mine ParisTech, mais vous le verrez tout à l'heure, il a aussi plein d'autres casquettes qu'on évoquera ensemble. Alexandra Desserre de l'agence Smart Industry, merci Alexandra d'être avec nous. Rémi Noguera de Serinov, que je n'ai pas encore croisé, mais j'espère qu'il est... Ah ben oui, mais si, bien sûr que si, je l'ai croisé, il est là. Et Romain Roquefert et Vincent Moreno de UPI qui nous rejoignent et qui nous viennent du Pays Basque. Donc on est très heureux de vous avoir. Je vais d'abord appeler Marc Bagur avec nous de ThinkDeep. Marc, je te propose de me rejoindre sur scène. Bonjour Antoine et merci. Bonjour Marc, on a commencé à avoir nos petites habitudes. Tout à l'heure on parlait de Bergerac où on avait déjà été amené avec le cluster B décidément d'intervenir sur justement des sujets industrie 4.0. On était intervenu, je me rappelle, avec c'était Fromarsac, si je ne dis pas de bêtises, l'entreprise Fromarsac. Absolument, ouais, parce que l'industrie 4.0 c'est une réalité vraiment territoriale dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Et j'étais très content d'être là-bas d'ailleurs. Ouais. Et donc là, on t'a demandé d'intervenir en ta qualité. Donc tu es Head of Intelligence Artificial Strategy. Oui. Ça consiste en quoi chez ThinkDeep? Et puis ThinkDeep, en fait, c'est qui ThinkDeep? Alors, je ne sais pas si j'ai quelques slides ou si ça après. Si, tu les as. Ok. Hop. Alors attends, juste ça c'était mon petit point d'introduction pour dire quand même que Marc, on t'a aussi demandé d'intervenir en intro. On aura plein de cas d'usage aussi dans la façon dont d'autres accompagnent des entreprises ou dont des entreprises comme Serinov veulent s'approprier ce sujet IA. Mais on s'est dit qu'il fallait évidemment avoir un point d'entrée et un début aussi de table qui nous repose un peu l'enjeu justement de l'IA aujourd'hui, que c'était pas que... mettre de l'IA au service des robots dans des usines où saturer le travail, que c'était beaucoup plus vaste que ça comme sujet. Et donc, on t'a demandé de faire ça. En sachant aussi que j'avais ressorti un de tes tweets récents. Tu tweets pas mal, Marc. Je tweete, oui. Et où tu disais, en seulement 18 mois, le temps d'entraînement d'un réseau de neurones, donc sur des problématiques liées à l'intelligence artificielle, est passé de 3 heures à seulement 88 secondes. Dans les mêmes délais, nous sommes passés d'un coût de 2086 € à 10 € pour une précision de 93% sur des résultats, j'imagine. Donc est-ce que ça veut dire qu'il y a un effet d'accélération énorme et qu'aujourd'hui c'est accessible ou pas? Et de quelle manière aussi ThinkDeep évidemment s'empare de ça? Voilà. Et sujet ouais, tout à fait. Qui fait beaucoup parler. Alors complètement, il y a une accélération des moyens, on le voit, hein, sur tous ces sujets. Et là, dans ce tweet, je soulignais finalement cette accessibilité nouvelle qui est offerte, je pense en particulier pour les PME, c'est-à-dire qu'avant c'était peut-être des sujets qui nécessitaient de débloquer, de mobiliser des budgets conséquents. Je pense qu'on voit maintenant que c'est de plus en plus facile, si on a une appétence, si on commence à se dire j'ai peut-être un sujet sur mon business model, d'aller explorer ce type de thématique. Est-ce que je peux... Voilà, merci, super. Voilà. Alors, avant de vous parler de la boîte pour laquelle je travaille, qui s'appelle ThinkDeep, je voulais, si vous voulez bien, vous prendre par la main quelques minutes pour rappeler un petit peu, pour recontextualiser ce sujet. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette image
de la chute du mur de Berlin, parce que pour moi, elle est très signifiante. Au-delà de la symbolique qui est projetée ici, l'idée forte, c'est qu'avec la fin du XXe siècle, quelque part, on a sonné le moment où on va décloisonner. Dans les services des entreprises, dans les data, on a besoin de décloisonner et donc de transversaliser l'information. Ça change énormément de choses. Et à mes yeux, c'est vraiment l'acte fondateur de la 4e révolution industrielle dans laquelle on est, donc qui est celle où on va développer plus de valeur avec des data qu'avec l'énergie, par exemple. C'est le bouton vert pour passer. Et donc, aujourd'hui, on voit que si on regarde un paysage un peu des acteurs de l'industrie 4.0, ben finalement, il commence à y avoir déjà beaucoup de monde, mais c'est encore un marché qui est plutôt émergent, qui n'est pas si structuré que cela, et c'est pour ça qu'il y a besoin un petit peu de clarifier ce qui se passe. Et alors, ici, j'attire votre attention sur finalement une bonne pratique pour les PME et les ETI d'aborder ce sujet de la 4e révolution industrielle, puisque comme on l'a vu qu'elle était très transversale et qu'il s'agissait de décloisonner, il s'agit finalement de chasser en meute. Alors on le voit dans les différents écosystèmes, on le voit dans les différentes filières professionnelles et les syndicats, les acteurs s'organisent justement et vont être capables d'additionner comme ça leur valeur ajoutée pour arriver vers un client en lui disant ben, « Regardez, entre guillemets, notre offre Industrie 4.0, on est capable de bout en bout de vous accompagner dans votre chaîne de valeur. » Et ça vient bouleverser les écosystèmes déjà établis. Absolument, ouais. Ça change beaucoup de choses. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors, je suis très heureux d'intervenir à cette table ronde avec des personnes qui viennent du Sud-Ouest. Pourquoi? Parce que sur cette slide, en général, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que là, ce que vous regardez, en fait, c'est un match de rugby, mais avec 3 équipes. Alors, vous savez déjà que le rugby avec 2 équipes, c'est pas forcément très tendre, mais là, vous avez 3 équipes en face de vous. Historiquement, vous avez déjà les acteurs de l'OT, donc de l'automation, donc les gens finalement qui sont vraiment apparus au cours de la 3e révolution industrielle avec les automates programmables. Et puis au-dessus, vous avez un peu les gens comme moi, entre guillemets, qu'on qualifie un petit peu de barbares, qui viennent des startups, qui viennent des GAFA et qui rentrent dans ces usines et dans ces métiers en apportant des solutions de digitalisation. Et puis enfin, vous avez une 3e famille de personnes qui est en train de se réveiller, si je peux dire, entre guillemets, et qui apporte des choses très fortes concernant les réseaux, les télécoms, puisqu'il va y avoir énormément d'enjeux là-dessus. On pense évidemment à la 5G. Et finalement, comment est-ce que ces marchés sont découpés, à la fois dans les villes, dans les véhicules, mais dans les usines? On voit qu'il y a des verticales de valeur comme ça qui arrivent. Et donc là, je n'ai pas résisté à l'envie de vous partager les verticales des GAFA concernant les voitures. Alors là, on n'est pas sur des projections très lointaines, puisqu'on parle de maintenant, on y est déjà en 2020, donc c'est maintenant. Et donc, on va se projeter un petit peu maintenant et dans quelques années, à quoi ça pourrait ressembler dans nos usines. Attention, hein, je ne dis pas que c'est ce que j'ai envie qu'il se passe, mais c'est ce qu'on observe. Et donc, on voit qu'à nouveau, dans les usines, c'est un petit peu découpé en tranches. Et donc, c'est pour ça aussi que les PMI et que les ETI peuvent être inquiètes parce qu'elles se disent « Bon sang, je sens que mon métier est en train de se transformer. J'avais un métier qui était acheteur de matériel et là, je dois devenir acheteur de logiciels. Mais est-ce que j'ai les clés? Est-ce que j'ai les RH pour comprendre quels sont les enjeux ?» Et les enjeux, finalement, ils se retrouvent sur la transformation, sur les data. On voit que finalement, aussi bien que ce soit dans l'aéro avec le PLM et le jumeau numérique, dans le bâtiment avec le BIM, ou dans la défense avec la numérisation de l'espace de bataille, et plus largement, bientôt, vous le verrez dans vos téléphones et vos ordinateurs, dans ce qu'on appelle l'AR Cloud, donc c'est finalement la réalité augmentée en cloud, vous allez voir qu'il y a une numérisation du monde. Et cette numérisation du monde, en fait, elle se traduit comment? Elle se traduit par de la collecte de data. Et en fait, on va dupliquer, finalement, toutes les opérations du réel dans les métiers, dans les professions, mais aussi dans le quotidien. Et on voit qu'il y a des enjeux très importants de création de services et de valeurs. Et c'est là où l'industrie 4.0, elle change radicalement par rapport à ce que vous avez pu connaître avant dans vos métiers. C'est que là, en haut, vous avez le vieux modèle avec une chaîne de valeur d'acteurs clairement identifiée. Et le nouveau modèle, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez, à ce niveau-là, une véritable disruption de la chaîne de valeur. Et donc, l'enjeu pour vous, ça va être de vous protéger à ce niveau-là, et de faire en sorte de ne pas vous faire désintermédier par des acteurs qui vont rentrer dans votre chaîne de valeur, avec éventuellement des produits connectés qui pourraient vous échapper. Alors, c'est une vision un petit peu simple, mais c'est clairement ce qui est en train de se passer. Et pour vous, il va falloir identifier les valeurs, les services que vous allez pouvoir créer à partir des data. Je vous en parlais en introduction.
Alors maintenant, qui je suis et qu'est-ce que je fais? Il faut quand même, on me donne la parole, j'en profite un petit peu pour parler de ça. Nous, on a une approche dans l'intelligence artificielle qui est un petit peu différenciante parce que finalement, on n'aime pas ce terme d'intelligence artificielle. Moi, je suis très mal à l'aise avec. Je préfère parler d'intelligence augmentée. Pour moi, il y a une seule intelligence qui existe, c'est l'intelligence humaine. Alors, on pourrait parler aussi des intelligences animales, etc. Et dans cette idée d'intelligence, il y a plein de définitions possibles, l'intelligence émotionnelle, relationnelle, etc. Mais nous, ce dont on parle, c'est l'intelligence augmentée. C'est-à-dire que mon métier n'est pas de remplacer votre intelligence à vous, qui est unique et irremplaçable. C'est plutôt de vous aider à être meilleur dans la prise de décision, dans l'identification de problèmes, etc. Et le type d'identification qu'on fait souvent, c'est du contrôle qualité, c'est la recherche de défauts. Et est-ce qu'en même temps, ça ne va pas à contre-courant finalement je vous montrais tout à l'heure un article du Monde d'un informaticien, Vincent Béranger, qui dit que l'IA est très sexy aujourd'hui parce que dans l'imaginaire à la fois, sans parler d'une intelligence artificielle consciente, mais en tout cas de cette dimension de l'IA qui est plus liée aussi à la robotique et à l'idée qu'à un moment donné, ça peut remplacer, automatiser. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un regain dans l'intelligence artificielle dans les chefs d'entreprise, et en particulier dans le domaine de l'industrie, où on comprend mieux peut-être le ROI et le retour sur investissement qu'il pourrait y avoir avec de l'intelligence artificielle, parce que finalement, c'est quelque chose qui rejoint aussi un ADN sur à un moment donné comment on automatise, comment on abaisse des coûts, etc. Est-ce que c'est du coup peut-être un peu contradictoire avec les notions où là, vous êtes en train de dire, et je pense que parmi nos autres intervenants, ils l'évoqueront aussi pas mal, sur le fait que on parle d'une intelligence et du nombre informationnel dans laquelle on met de l'intelligence qui doit servir finalement les métiers. Donc est-ce qu'il n'y a pas une petite confusion? Oui, en fait, quelque part, on récolte ce qu'on a semé. C'est-à-dire qu'on a beaucoup communiqué sur les promesses de l'intelligence artificielle, à tel point qu'on a été séduit par des discours de science-fiction. Et on a l'impression que finalement on va laisser notre vie ou notre usine à une IA et que tout va bien se passer. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est catastrophique. Quand vous regardez Elon Musk, par exemple, qui est un des apôtres, si je puis dire, du transhumanisme, etc., et d'une vision tout automatisée, on voit que ça ne fonctionne pas, c'est catastrophique, il y a d'énormes retards. Voilà. Donc ils ont dû faire complètement machine arrière sur les lignes de production de la Tesla, par exemple. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il ne s'agit pas de simplement aller chercher du ROI pour faire baisser des coûts et pour automatiser des tâches. Il s'agit aussi de consolider les organisations et les entreprises dans lesquelles on va distiller de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, voilà, c'est du machine learning. Enfin, l'autre jour, peut-être le coup de préciser très rapidement le machine learning. L'autre jour, il y avait une blague. Enfin, je ne sais pas si ça vous fait rire, mais un collègue qui me disait quand je vois écrit intelligence artificielle, je sais que c'est du PowerPoint. Quand je vois écrit machine learning, je sais que c'est du Python. Bon, le Python, c'est un langage de programmation. Donc voilà, quelque part, il y a un abus de langage. Il faut vraiment sortir de ça. Il faut démystifier totalement. C'est vraiment un outil informatique qui va permettre d'automatiser des tâches. Alors, ça fait rêver parce qu'on se rend compte qu'on est capable de percevoir des choses que l'œil humain aguerri est capable de percevoir. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'il faut effectivement, il faut transformer les entreprises, il faut déployer de l'intelligence artificielle, mais il faut le faire en protégeant le capital des entreprises, qui est, me semble-t-il, les RH, et les savoir-faire et les compétences. Et donc, ce qui est intéressant, finalement, avec la 4e révolution industrielle aussi, la transformation digitale des entreprises, c'est que tout d'un coup, les entrepreneurs comprennent que leur capital industriel, c'est plus uniquement les machines, finalement les hommes, qu'il y a aussi un capital immatériel qui est celui des données. Voilà, des données de l'entreprise. Et souvent, finalement, en travaillant avec eux, on voit que souvent il y a des problèmes de labellisation des datasets. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques qui sont propres à l'IA, mais souvent on leur fait prendre conscience qu'il y a un travail finalement avec beaucoup de ROI à faire sur qualifier quelle est la donnée de mon métier, celle qui va être signifiante demain, c'est-à-dire à la fois les métiers qui se transforment aujourd'hui avec les nouveaux outils qui arrivent, mais aussi comment est-ce que les marchés vont être impactés, puisque finalement, c'est logique, quand on commence à changer les métiers, à la fin, on finit par changer les marchés. Et donc, c'est important de le faire en protégeant l'entreprise et pas en la fragilisant, c'est-à-dire vraiment en maintenant le savoir-faire historique à chaque fois qu'on intervient sur un sujet ou sur un site. Très bien. Peut-être justement je crois que tu avais une autre slide spécifiquement PME. Ça nous permettra de faire le pont aussi avec Alexandra de Tout à fait. Alors, pour être un peu plus concret, parce que des fois c'est un petit peu abstrait de parler d'intelligence artificielle, là je suis venu avec une petite étude de cas, par exemple, où on voit que sur une image radio, on va être capable d'aller détecter très rapidement où est la suspicion d'un défaut,
et finalement quel est le type de défaut, quelle est la sévérité de défaut. Finalement, c'est un petit peu ce que font les radiologues, vous savez, quand ils regardent des radios pour savoir si vous êtes malade ou pas. Là, on va faire la même chose, mais finalement, c'est l'intelligence artificielle qui va faire ce qu'on appelle du contrôle non destructif sur une radio numérique pour finalement faire gagner beaucoup de temps à l'opérateur et donc de l'argent aussi à l'entreprise, etc. Mais vraiment, c'est important de ne pas se substituer complètement à la présence de l'humain parce que dans certains cas très complexes, ce sera plus intéressant justement d'avoir un œil humain aguerri et spécialisé pour être capable de dire ben là, je suis sur un cas de figure très particulier et finalement, l'IA, l'intelligence artificielle, elle m'aide à aller plus loin et plus vite finalement, mais elle ne me remplace pas. Okay. Très bien. Merci. Oui. Voilà, enfin, je termine, c'est la fin. Et juste très rapidement, chez ThinkDeep, qu'est-ce qu'on fait? Donc, en fait, vous avez des données d'entrée. Donc, on est capable de travailler sur tout type de données, aussi bien des PDF, de l'audio, des fichiers images, de l'IFC, n'importe quoi, de l'ultrason. On va travailler tout ça sur des usages qui peuvent être de la détection de défauts, de personnes, de drones, de la détection d'anomalies. Et ensuite, on va avoir des produits de sortie. Donc, on va les intégrer dans les SI, dans le cloud, etc. Et évidemment, on est complètement agnostique en termes de device et d'appareils, puisque pour nous, ce sont des capteurs. Et donc, je termine. Voilà, merci beaucoup. L'idée, c'est vraiment de rendre tout ça accessible. Hein. Bon, là, c'est la séquence marketing, mais l'idée, c'est vraiment d'être simple, compréhensible. Alors, c'est très important. Les deux derniers points, finalement, sont les plus importants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à chaque fois que vous allez déployer des solutions d'intelligence artificielle, souvent, vous allez tomber dans le piège de la boîte noire et un peu de l'incantation magique. Ben, nous, l'idée, c'est un peu, on prend ça un peu à contre-courant. Ce qu'on veut vraiment offrir, c'est des outils de lisibilité, d'explicabilité, et surtout être capable de prouver. C'est-à-dire que quand on affirme quelque chose, si je vous dis là, j'ai détecté un défaut, je suis capable de vous expliquer exactement toutes les étapes de mon algorithme, fonction par fonction. Merci. Très bien. Je te remercie, Marc. Ça nous fait une très bonne introduction. Je te propose de rester sur un des fauteuils. Et cette notion d'intelligence augmentée à la portée des PME, ben, on va continuer à poser cette question, et notamment à Alexandra Desserre, donc de l'agence Smart Industry, que j'invite à nous rejoindre. Alexandra qui est basée à Fléac, hein, en Charente, si je ne dis pas de bêtises, à côté d'Angoulême. Je t'en prie, Alexandra. Hop, donc on va enchaîner. Alors, on s'était dit justement en préparant ce moment-là que fallait qu'on ait absolument la parole d'Alexandra Desserre. Vous êtes plutôt sur de l'accompagnement, on va dire, global à la transformation numérique. Exactement, et à amener les entreprises, plutôt PME, beaucoup qui sont d'ailleurs dans les programmes usines du futur hein, de la région, hein, qui représentent des centaines d'entreprises dorénavant. Ces entreprises-là, alors vous allez nous présenter aussi ce qu'est Smart Industry, quelle est un peu la méthodologie, et on va essayer de voir avec vous si c'est quelque chose finalement qui est évident, s'il y a des prérequis, si c'est quelque chose de finalement accessible, qu'elles utilisent peut-être déjà. On en parlera, et puis après on passera aussi à d'autres cas d'usage côté UPI. Mais dites-nous un petit peu, j'ai mis quelques images de ce qu'est l'agence, hein, d'abord avec son site web, mais aussi avec une petite vidéo, je crois, qui traduit ce que vous faites, donc alors, le quotidien de l'agence. Pour faire simple, l'agence Smart Industry accompagne les industries dans leur définition de leur stratégie de digitalisation et dans la mise en place de leurs solutions en fonction des besoins qu'on aura identifiés. Évidemment, on est référencé auprès de l'usine du futur de la région sur une des briques technologiques qui est MES, ERP, Système d'information, Big Data, IoT. Et c'est vrai qu'on rencontre des PME tout le temps, enfin en tout cas c'est vraiment notre secteur privilégié. On rencontre des besoins constants. L'industrie 4.0, on en parle, ça c'est une certitude. Mais c'est vrai que entendre l'IA et entendre le discours de Marc est vraiment porteur, et j'ai absolument rien à redire à son discours qui était vraiment clair. J'ai absolument aucun souci avec ça. Mais c'est vrai qu'il y a pour moi un nombre de fondements qu'il faut absolument respecter et sur lesquels les PME ne sont actuellement pas forcément mûres et sur lesquels il faut absolument scoper, être convaincu de sa maturité sur les différentes briques qu'on aura identifiées, défini des besoins pour arriver progressivement à de l'IA, parce que l'IA demande un support nécessaire que beaucoup de PME malheureusement n'ont pas.
en termes de ressources notamment, internes, en termes d'accompagnement et aussi en termes de système, d'architecture. On parle de SI, mais il faut déjà avoir une architecture SI qui tienne la route. Il faut avoir une notion de ce que c'est la donnée, de quelles sont les données théoriques et réelles, donc théoriques via par exemple un ERP. Est-ce qu'on est sûr de ces données? Est-ce qu'elles sont cohérentes dans nos différents services, que ce soit en traçabilité, en qualité, en maintenance, puisque l'IA est ultra intéressant pour la maintenance. C'est vrai qu'on rencontre beaucoup de PME actuellement où, malheureusement, la maintenance est un petit peu mise de côté. On va prendre un exemple un peu concret. Le service maintenance est un petit peu mis de côté. Donc, ils sont appelés pour éteindre les feux, comme on dit. Donc, bon, ils sont là, ils sont généralement internalisés dans beaucoup de sociétés, beaucoup d'industries. Mais on n'a aucune donnée. Et quand on a une donnée, c'est une donnée sur papier. Quand on prie parfois pour qu'il y ait un peu de données sur un tableau Excel, et on parle qu'un tableau Excel, mais c'est vraiment, on en est parfois là. Donc pour arriver à de l'IA et pour arriver à avoir un système décisionnel qui nous aide à être plus performant, à faire du préventif et du prédictif, il faut déjà avoir des données de curatif de base, il faut avoir des données solides, structurées, sécurisées via un SI qui est performant et qui nous permet d'avoir ces données quand on veut finalement. Et pour cela, il y a certaines briques qu'il faut absolument franchir, sceller, être certain de son système pour arriver progressivement à analyser et à être plus performant à l'avenir. Donc, ce que je comprends dans ce que vous dites, c'est qu'en fait, il faut être en mesure à la fois de se projeter sur ce que pourrait être le modèle prochain de l'entreprise, par exemple, et de son évolution demain dans ses produits, dans ses process, peut-être dans des nouveaux services, oui. Mais qu'en même temps, en parallèle, il faut garder les pieds sur terre et avoir un socle finalement le plus cohérent et le plus organisé possible. Faire collaborer, comme vous dites, théorie et réel, enfin, réussir à faire collaborer. C'est vrai, c'est ce qu'on voit à longueur de temps quand on rencontre lors des diagnostics usines du futur. Donc on rencontre beaucoup de PME, hein. Enfin, c'est des sociétés, on a des sociétés de 10 à 100 salariés maximum, on va dire. Et c'est vrai que quand on vient regarder l'intégralité des services, l'intégralité des données qu'on peut avoir, il y a certains jalons qui ne sont pas franchis. Et c'est vrai que l'IA, forcément, maintenant dans la majorité intellectuelle de tous, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est quelque chose où il faut au moins réfléchir assez vite, puisque c'est en plus une technologie qui va vite, forcément. Mais pour cela, il faut, je pense, phaser un projet de digitalisation et une stratégie de digitalisation qui passe par des phases cruciales pour réussir à terme une intégration d'un système IA qui, encore une fois, tient la route. Et donc une certaine taille, hein. Là, je vous ai mis en même temps des exemples aussi qui sortaient de ce que Vive Industrie, il n'y a pas longtemps, avait mis en valeur aussi en termes de projets à l'occasion d'événements qui s'étaient tenus à Bordeaux, hein, en partenariat justement avec l'équipe Usine du Futur de la région. Et c'est vrai que là, on n'a pas non plus des boîtes, enfin, il n'y a pas que des exemples autour de l'IA, évidemment, mais on se disait ça aussi en préparant cet échange, que des boîtes qui font peut-être moins de 30 salariés, qui sont plutôt dans le domaine de l'industrie et de la production, pas forcément facile d'intégrer de l'IA, quoi. Je pense que, honnêtement, l'IA est pour tous. Enfin, j'ai pas de souci sur un problème de taille de société ou de service de société. Enfin, ça peut être de la chimie comme de la création pure ou même de l'artisanat finalement. À partir du moment qu'on crée un produit à l'aide de matière, on a des données. On a des données de production, des données de traçabilité, des données produits, des données que les personnes, et ce que disait Marc était ultra intéressant tout à l'heure, que les personnes ont dans leur cerveau. Alors, ce qu'il a dit, c'est le fondement, mais c'est intéressant de pouvoir à un moment le dire. C'est que chaque cerveau humain et chaque personne, s'il est à un moment dans cette chaîne de valeur, c'est qu'il a sa réflexion et qu'il apporte de la valeur à la chaîne. Et c'est pour ça qu'on est plus performant et c'est pour ça qu'on arrive à vendre notre produit au prix où on essaye de le vendre. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas tout mettre sur le papier et il faut trouver des systèmes qui nous permettent demain d'être assistés par ça. Donc l'IA en est forcément le meilleur des exemples. Mais pour arriver à un système cohérent qui aide au mieux l'humain à être plus performant dans son travail ou à faire des tâches moins compliquées à terme ou moins répétitives et à le faire monter en compétences progressivement, pour moi, il est important de vérifier que l'intégralité des technologies avant de mettre en place un système qu'on pense cohérent, soit acquise. Voilà.
Est-ce que c'était le cas du coup? On avait évoqué qu'on parlerait peut-être de... je vais changer de slide. Peut-être d'une entreprise que vous accompagnez. On reviendra sur ce sujet de la cybersécurité parce qu'on l'avait aussi évoqué un petit peu. Pour l'entreprise Boineau, c'est Oui. ça? Qui est une distillerie? Oui, exactement. La distillerie Boineau est un parfait exemple d'un accompagnement de la région, puisqu'elle est accompagnée sur le programme Usine du Futur de la région. On a effectué le diagnostic l'année dernière. Et donc, eux, clairement, partent de loin, on va dire, en termes d'industrie. Alors, ils sont 100 dans l'industrie, donc c'est quand même finalement une grosse industrie. Et en fait, on s'est rendu compte que le phasage de la stratégie de digitalisation a passé par des jalons qui ne sont pour l'instant pas acquis. Pour la simple et bonne raison qu'on a regardé le système d'information dans sa globalité. On s'est déjà rendu compte que l'architecture, la partie réseau, la partie serveur n'était pas acquise. Les serveurs étaient très vieillissants. Il fallait penser à réétablir une structure et une stratégie par rapport au stockage de données, au stockage, à la hiérarchie, aux diffusions de la connectivité, donc des bornes Wi-Fi, du câblage, ce genre de structure-là, pour arriver à une phase 2 qui est vraiment en termes SI, la partie ERP. Donc l'ERP était totalement à revoir dans leur société puisque c'était un ERP de la même manière très vieillissant, développé plutôt en interne, donc la personne était partie, voilà, c'était un peu compliqué en termes de SI. Donc là, ils ont restructuré aussi cette phase-là, ils sont en train de mettre en place un nouvel ERP qui va leur permettre d'avoir des données théoriques précises, à jour, suivies, avec des personnes qui montent aux compétences au fur et à mesure avec ce nouveau système. Donc là, on a l'architecture, la sécurité, le stockage qui est à jour. On intègre un SI qui finalement rend cohérent les données théoriques de production, de comptabilité, de traçabilité pour la partie spiritueux qui est une grosse partie pour des distilleries, de maintenance. What's next? L'étape d'après, c'est les données réel de production. Donc là, on va essayer d'aller via des capteurs, aussi bien sur des machines que sur des process même, puisque le process de distillerie est un process finalement très artisanal. Il y a encore... eux gèrent plus d'une cinquantaine de cuves, donc c'est assez important. Mais il y a encore des températures le distillateur réceptionne tout sur papier à la main. Et voilà, il faut trouver un système qui permet en temps réel d'aller récupérer des données réelles de production, de traçabilité, de qualité, de maintenance, les faire matcher avec les données théoriques et les stocker de manière cohérente via, par exemple, un BI ou en tout cas un data center logique. Et après, et seulement en phase numéro 3, une fois que ces deux phases seront atteintes, même si la phase peut être en parallèle, au moins réfléchie sur OK, on commence à avoir des données, comment on les analyse et comment on aide les opérateurs au fur et à mesure à être plus performants sur certains domaines. Mais pour moi, l'IA arrive qu'une fois qu'on est sûr que les données soient cohérentes, qu'on arrive à avoir des indicateurs, à avoir finalement assez de données qui nous permettent d'aller dans l'IA. Alors peut-être aussi un autre point sur cet aspect, comment on pose un socle et d'une certaine manière comment on sécurise, c'est justement la question de la sécurité. Tout à l'heure, je suis passé très vite sur un article de Industrie et Technologie qui dit que justement maintenant les cybermenaces aussi sont de plus en plus fortes, poussées justement par les compétences aussi en IA de l'autre côté, on va dire, et que par exemple là, pour la première fois il y a eu un ransomware qui s'était attaqué non pas au système d'information mais au protocole direct de communication entre les machines industrielles. Donc ça veut dire aussi qu'il y a un enjeu de sécurisation très fort. On a un petit peu parlé aussi ce matin à l'occasion d'une des tables, mais que cette sécurisation du socle aussi avant de passer à ces sujets-là, il est aussi sur ces aspects sécurité. Clairement. Et c'est vrai que au sein de l'agence, on était vraiment focalisé sur la digitalisation opérationnelle. Et depuis la fin de l'année dernière, on a intégré un ingénieur système qui est spécialisé dans la cybersécurité et qui, lui, va apporter sa touche d'expert supplémentaire pour aller vérifier ce point-là, cette brique-là en particulier, dans les industriels qu'on suit sur leur stratégie et leur implantation digitale. Parce que finalement, on s'est rendu compte que soit ce n'était pas géré en interne, soit on n'a pas conscience, on n'a pas de nuance de cette partie-là, surtout que c'est une partie assez immergée. Et des PME, il y a très peu de PME, on va dire de moins de 50 salariés, qui peuvent avoir le luxe d'avoir
un DSI ou une personne en tout cas qui gère aussi bien les petits bobos informatiques, les petits bobos voilà, de niveau 1, que les problématiques bien plus grandes de stratégie de gestion des données, de gestion de bases de données, de gestion de sécurité. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'intégrer cette expertise dans l'agence aussi, pour essayer de bâtir la stratégie la plus correcte possible en essayant d'analyser le maximum de critères pour avoir une digitalisation opérationnelle la plus limpide possible. Très bien. Eh ben, merci beaucoup Alexandra pour ces paroles. Restez avec nous, ça rejoint ce que vous dites aussi, ce qu'on a évoqué ce matin sur les besoins de diagnostic. Et aussi avant en effet d'aller attaquer, voire d'aller toquer à la porte de la région, d'avoir fait ce travail aussi de diagnostic amont, de définition d'une trajectoire et de compréhension en effet de tous les jalons que ça va nécessiter. D'autres qui connaissent bien justement tous ces jalons que ça nécessite de faire rentrer des assistants virtuels dans le domaine de l'industrie, c'est Vincent Moreno et Romain Roquefert de UPI que j'appelle sur scène. Donc je vous invite à me rejoindre à la table, messieurs. C'est vous. Hop. Enchanté de vous avoir sur cette table. C'est un plaisir. Je vous en prie, asseyez-vous sur la table. Oui, prenez celui-là. Alors, j'avais très envie de vous avoir parce qu'on se connaît depuis un petit moment. Vous venez aussi du Pays Basque. Vous êtes bien connu dans le Pays Basque, à la fois côté français et aussi côté sud espagnol. Et on avait envie à un moment donné de vous parler aussi d'un certain nombre de cas d'usage sur la façon dont vous rentrez dans des entreprises. Vous allez nous parler, je crois, un peu de Eger, un peu de Safran et d'autres. Et on était intéressés de savoir comment vous vous y prenez aussi, parce que j'avais eu aussi des retours, moi, par des entreprises, nous disant que votre approche était simple et finalement aussi très humaine pour parler de choses qui sont de l'intelligence artificielle, avec des fois des mots un peu barbares. Alors, vous avez titré votre présentation « Intelligence artificielle au service des métiers ». On en revient à quelque chose déjà qui a déjà été un peu dit, qui colle finalement aux besoins métiers. Je vous laisse un petit peu dérouler, vous nous dites. On n'aura peut-être pas le temps de voir tous les cas d'usage en détail, mais quelle est un peu, votre approche sur cette façon de faire rentrer l'IA dans les entreprises ? Oui, donc effectivement, on vient du Grand Sud. On s'est fait tout beau pour l'occasion de monter à Bordeaux. Donc on est principalement acteur au Pays Basque, côté français et côté espagnol. On est mondialement connu au Pays Basque, c'est déjà important pour nous. Notre activité, c'est éditeur de logiciels. Alors comment on aborde l'intelligence artificielle? C'est via ce qu'on appelle les assistants virtuels. Alors, petite rétrospective, on travaille sur dans cette activité depuis environ 2013. Et on a vraiment pu voir sur ces 7 dernières années comment les différentes sociétés se sont appropriées cette compétence. Alors en 2013-2014, quand on a commencé avec Vincent, on faisait des conférences à la chambre de commerce, il y avait 15 personnes qui étaient là. On disait, voilà, on va parler de big data. On disait, voilà big, voilà data. Ça faisait sourire, on se sentait un peu seul, mais on était quand même content d'être venu pour ça. Et puis après, 2015-2016, les entreprises sont venues nous voir pour nous dire, mais finalement, les cas d'application, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme cas d'application? Et qu'est-ce qui pourrait être pertinent comme nous? C'est-à-dire, comment ça peut s'appliquer à mon métier? 2017-2018, on a été dans autre chose. Les entreprises sont venues nous voir, elles ont dit, mais si on pouvait faire des projets de recherche appliquée pour véritablement voir comment cette compétence peut se mettre à notre service. Et là, l'accélération que l'on voit, c'est 2019-2020. On n'est plus uniquement sur des projets de recherche appliquée pour essayer d'aller tripatouiller, voir ce que ça peut potentiellement faire. On est déjà en fait sur de l'industrialisation de ces solutions, c'est-à-dire des déploiements à grande échelle, et on vous en parlera dans quelques minutes. Alors ce qui est intéressant dans les échanges qui ont eu précédemment, c'est qu'on voit en fait, nous qui sommes juste éditeurs de logiciels dans ce domaine-là, le grand écart que nous font faire nos clients. Voilà, j'ai un souvenir, en 2017, on est allé voir un client à Beasain, côté Pays Basque espagnol et Euskadi Navarre, parce qu'on est dans le programme d'industrie du futur porté par la communauté autonome basque. Et donc, c'était une entreprise qui s'appelle CAF. Alors, ce n'est pas la CAF de chez nous, c'est CAF qui est concurrent d'Alstom, petite société de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui fait des trains. Et quand on est allé voir le directeur de la stratégie, avec déjà 15 minutes de retard, parce qu'on s'était perdu dans Beasain, qui est un peu l'usine, mi-usine, mi-ville, il nous dit, bah, écoutez, moi, j'aimerais que vous me disiez comment l'intelligence artificielle peut nous permettre de redéfinir le lien entre nous, fabricants de trams, les opérateurs et les usagers. Alors, bon, on a un peu retenu notre souffle quelques instants, parce qu'on se dit, on n'est pas vraiment venu là avec ce niveau conceptuel, cette attente conceptuelle.
Et puis d'un autre côté, on voit que les solutions qu'on développe, ce sont des solutions qui sont encore une fois au service des métiers, donc très très opérationnelles. Et on va vous en parler dans quelques minutes. On a un client, il est à Pampelune, il s'appelle Ceinsa, on vous en parlera, il est équipementier automobile, entreprise familiale comme on les aime. Et cette entreprise-là, elle nous dit, je vais y revenir, il est voilà, voilà, Ceinsa. Et donc le DG de l'entreprise vient nous voir et nous dit, Romain, Vincent, c'est votre solution, elle colle au process. C'est pas le process qui colle à vos solutions, on est bien d'accord. Donc quand il vous regarde droit dans les yeux, on peut dire que oui, bien sûr, José Antonio, c'est bien ce qu'on va faire. Donc l'idée que l'on avait là, c'était dans les 30 à 35 références que l'on a dans une diversité de métiers assez large, de traitement de données géosatellitaires, d'applications dans le domaine du transport, de l'industrie, l'énergie. On a fait une petite sélection de 64 cas d'usage qu'on va passer un par un, tranquillement. On en a choisi 5 qui illustrent bien finalement ce que l'on fait. Donc je vais très très vite. C'est Vincent qui va prendre le relais, qui ira beaucoup plus lentement. Donc Ceinsa, société qui est basée à Pampelune, environ 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, et il fabrique des petits kits pour l'industrie automobile avec à l'intérieur des composants en caoutchouc et qu'ils exportent dans le monde entier, plutôt marché aftermarket, c'est-à-dire pas vers les constructeurs. Et donc eux, ce qu'ils font, c'est ils ont une volatilité de la demande, ils fabriquent environ 24 000, enfin ils envoient 24 000 produits kits par jour. Moi, ça me semble énorme en fait. Ils ont une approche en fait de production qui est en mode pool, c'est-à-dire qu'ils fabriquent à la demande, ils minimisent les costs, approche Kanban, et ils font la fabrication des composants en caoutchouc, la presse à Eougi, et puis ils font l'assemblage des petits caoutchoucs dans les kits à Aigues, qui est notre usine, tout ça c'est Pampelune, et puis après ils font le picking et ils l'envoient. Et bien leur problématique, c'est qu'ils ont un engagement commercial qui consiste à dire, sous 3-5 jours, je dois envoyer mes kits auprès à partir du moment où je reçois l'ordre de fabrication. Donc nous, on leur a développé un assistant virtuel, c'est-à-dire un système qui, sur la base de l'ensemble de leurs données, vient leur proposer une recommandation en automatique et en temps réel, qui est dans ce cas de figure, comment je fais pour prioriser mes ordres de production dans l'intégralité de la chaîne, telle sorte à minimiser le nombre de kits que je vais envoyer en retard. C'est la recherche opérationnelle dans ce cas de figure. On a parlé beaucoup de machine learning au début, là c'est la recherche ops. C'est qui votre collaborateur premier là-dessus? C'est le métier ou c'est l'équipe numérique de chez Alors c'est quasiment jamais l'équipe numérique. Donc que ce soit sur Ceinsa ou autre, Ceinsa, tous nos clients, on part de la problématique métier. C'est-à-dire que nous, notre approche, c'est vraiment, et ça fait partie de la proposition de valeur, même si on est éditeur de logiciels, c'est le premier frein au déploiement de ces solutions-là, c'est quoi mon business case, c'est quoi le problématique métier que je veux résoudre. Et la plupart des clients, ils ne savent pas. Au début, ils ne savent pas, ils disent, je ne sais pas comment ça s'applique à moi. Et là, on passe du temps, on réfléchit. Et là, c'est, au cas particulier de cette situation, c'est le directeur général directement de Ceinsa, et après, le directeur de l'usine qui, lui, assure la planification au niveau de l'ensemble des unités de fabrication. L'informatique rentre à la fin, mais vraiment à la fin, juste pour pouvoir gérer les problèmes d'intégration de données, de sécurité. Et puis là, c'est Vincent qui gère, donc c'est facile. Par rapport à ce que disait Alexandra tout à l'heure, il faut quand même être sûr que ces briques dans l'entreprise soient suffisamment bien établies quand même pour que vous lanciez dans l'opérationnel de cet assistant virtuel. Alors, parce que si vous allez questionner après l'équipe informatique, enfin pas après, mais ça peut être un peu compliqué. Non? Alors je dirais, dans l'échelle des complexités, nous, la plus grosse complexité que l'on rencontre, elle n'est pas technologique. Alors je dis ça parce que c'est Vincent qui gère, donc pour moi c'est toujours facile. Mais surtout, la plus grosse difficulté, c'est l'appropriation par les équipes opérationnelles. C'est vraiment le point qui est ultra essentiel, c'est-à-dire, et je dis un peu une évidence, c'est que finalement, ces personnes-là qui vont utiliser cette technologie, là aujourd'hui, on a un système qui est central. C'est-à-dire que toute leur planification, elles ont faites par des gens qui sont dans l'usine au quotidien et qui ont des obligations de production, de productivité pour pouvoir répondre à la demande. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel, c'est de travailler au cœur. La problème technologique, Vincent en dira quelques mots, mais normalement, il devrait dire que c'est facile. Pour ça qu'on passe beaucoup de temps avec les utilisateurs. Ils nous demandent de comprendre leur process dans le détail. On peut passer 3 mois à décortiquer les process. Vincent, pour Enedis, il en parlera, il met les bottes et le casque, parfois. Et voilà. On passe à un second cas, on ne pourra pas tous les faire, mais un second cas peut-être. Lequel vous préférez? Eiger ou Safran?
On fera Safran, Safran? parce que Vincent il veut parler de Safran. Ok. Donc je suis plus timide. Le cas de Safran, en fait, c'est un peu comme expliquait Romain quand on les a rencontrés. Parfait. Quand on les a rencontrés, c'était à la suite d'un Turbo Store qui avait été organisé à l'Estia. Donc Safran était venu expliquer toutes les problématiques qu'ils avaient sans vraiment avoir de solution. C'est pas pratique là. Et donc on avait échangé avec eux, comme disait Romain, c'était autour de table ronde. Et puis on pose des questions, c'est toujours pareil, nous on pose beaucoup de questions, comprendre quelles sont vos problématiques, qu'est-ce qui vous touche, parce que c'est souvent ce qu'on explique, c'est qu'on vit tous avec des problématiques, mais en réalité l'innovation elle vient de là. C'est comment on va résoudre des problématiques avec lesquelles vous avez pris l'habitude de vivre et de trouver des solutions complémentaires. Et Safran, quand on a discuté avec eux, avec le service avec qui, alors je vais vite, parce qu'après on dit que je suis bavard. Quand on avait discuté avec eux, ils nous avaient dit mais nous aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'un hélicoptère, donc c'est Safran Helicopter Engine, d'accord. Donc nous un moteur, on utilise le même moteur, quelles que soient les opérations que pourra effectuer notre hélicoptère. Ça peut être des opérations militaires, de tourisme, de travaux en montagne, pourquoi pas de particuliers. Et pourtant c'est toujours le même moteur. Et ce moteur, chez Safran, quand il décolle, on doit être sûr et certain que la performance qu'il a, elle est optimale pour avoir le droit de voler. Et la problématique qu'ils avaient, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des opérations de maintenance, comme sur nos automobiles, c'est tous les 10 000 km où je fasse la vidange. Sur un moteur d'hélicoptère, pour simplifier, c'est quasi la même chose. Toutes les 10 heures, je dois vérifier telle et telle turbine, ou je dois vérifier s'il y a des impacts, etc., etc. Et la complexité est liée au moteur. Et quand on a discuté avec eux, ce qu'on s'est dit, c'est et si jamais on avait un système qui était capable, un peu comme tu disais tout à l'heure, Marc, qui est capable justement de détecter en amont des anomalies sur le fonctionnement de ce moteur par rapport à ses habitudes. Et si le coup d'après, ça pouvait être, je peux préconiser des opérations de maintenance qui nous paraîtraient évidentes, alors on aurait gagné. Et en fait, c'est ce qu'on voit ici, juste dans ce graphe. Alors les couleurs n'ont pas de notion de priorisation, mais ça c'est la durée de vol d'un hélicoptère. Et chaque fois qu'il réatterrit, on décharge ces données. Et nous, on est capable de leur dire, mais dans ces périodes-là, d'utilisation de votre moteur, nous, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais là, on peut vous dire qu'il y a une anomalie. Qu'il y a une anomalie, qui a un impact sur votre performance immédiate. Et on est capable de vous prédire que si vous continuez à piloter de cette manière, votre hélicoptère, dans 15 heures, 20 heures, parce qu'on est souvent sur ces plages horaires-là, on est à moins de 50 heures, nous on travaille sur les plages horaires de 0 à 50 heures de vol, on est capable d'anticiper les prochaines opérations de maintenance que vous allez devoir faire et donc de les prioriser. Et ça, c'est un projet qui, pour Safran, après je pense pas quoi. Bon, c'est un gros projet pour eux qui est remonté, c'est un gros projet national. Voilà, on va passer aux autres. On va en faire un dernier parce que le timing sera. J'ai été rapide sera du coup. C'était parfait, Vincent. Oui, je suis plus rapide. Enedis, alors eux, c'est un client, on travaille avec eux depuis 3 ans. Enedis, le gros sujet qu'il y a chez Enedis, donc c'est des concours qu'on avait gagnés autrefois, etc. On avait été second, lauréat du prix. Technicien 3.0, c'est ça Technicien 3.0, exactement. Ils avaient plusieurs concours, dont Big Data, etc. Nous, on n'a pas pris Big Data, on a pris Technicien 3.0. Et eux, l'objectif, en fait, c'est comment nos techniciens en mobilité, on s'assure ou on les accompagne au maximum sur la sécurité en permanence. Pourquoi ? Parce que les techniciens Enedis, lorsqu'ils effectuent des opérations, comme tout le monde, parfois ils sont concentrés, parfois ils seront déconcentrés, parfois ils oublient des choses, parfois ils oublient des événements qu'on leur a, lors de réunions de formation, on leur a appris à manipuler tel et tel équipement électrique. Et en fait, avec cet équipement, nous on a cet assistant virtuel qui en permanence, lorsqu'ils font des opérations sur leur téléphone pour noter j'ai fini telle opération, ou j'ai fait mon temps d'observation préalable, qui est pour voir tous les risques environnementaux que je pourrais avoir avant d'intervenir, on va les regarder. Et on va toujours regarder le technicien vis-à-vis de lui-même et le technicien vis-à-vis des autres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un technicien, nous en tant que personne, notre comportement il va changer. Mais on a quand même des habitudes qui se répètent. Par exemple, moi je vais peut-être voir plus fréquemment des risques routiers. C'est bien ou c'est pas bien, mais moi je suis comme ça, je vois des risques routiers. Et peut-être que mes collègues, ils ne voient pas ces risques routiers ou ils voient d'autres risques que je ne vois pas. Et en fait, on confronte les deux avis. Et on a travaillé là-dessus beaucoup avec Safran pour leur pousser en permanence ce que nous on appelle des recommandations pour leur dire je pense, et c'est jamais tu devrais, c'est je pense que là
tu as peut-être oublié ce risque, ou que ce risque-là, tu le minimises bien trop. Et dans la foulée, on leur propose aussi des actions de prévention au risque. Voilà pour Enedis, qui est un gros sujet. Après, je crois que Romain t'en a parlé. Nous, ce qui nous intéresse le plus quand on fait nos projets, c'est la relation humaine. Si nous, vous ne nous invitez pas à manger, ça va être compliqué. Mais si vous ne nous amenez pas à voir vos ateliers, si on ne prend pas le temps de voir vos entreprises et que vous ne nous expliquez pas votre métier, il est très compliqué pour nous d'avoir des bonnes idées, on va dire, ou de travailler avec vous. Et avec Enedis, Safran et Guerre, même si on les a sautés, on travaille toujours de cette manière-là. Parce qu'en fait, c'est un peu ce que vous dites en permanence, c'est tant que nous, on ne comprend pas votre métier, c'est compliqué de trouver des solutions. Donc c'est important aussi d'avoir une approche finalement assez humble vis-à-vis de la technologie et d'arriver aussi de manière à décomplexer un peu sur ces sujets, parce que c'est quand même des sujets qui ne sont pas faciles à appréhender, à comprendre, à discuter, qui peuvent être perçus comme très technologiques, et donc peut-être qu'avec ce point d'entrée-là, c'est d'autant plus facile. L'aspect technologique, comme disait Romain, c'est vrai que moi je suis passionné de technologie, donc j'en parlerai facilement des heures, mais c'est vrai qu'avec les clients, parler de technologie, c'est pas que ça soit inutile, mais dans cette première étape, en fait, ça ne sert à rien. Puisqu'en fait, on cherche à résoudre une problématique. Et comme disait Romain tout à l'heure, le premier cas, il y a le machine learning, il y a l'IA, et j'ai bien aimé l'intelligence augmentée, c'est comment on va trouver la meilleure solution qui peut vous accompagner à vous à résoudre des problèmes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on préfère regarder ce qui se passe dans vos données, les habitudes que vous avez de travail, et la technologie, ça vient après. Très bien. Malheureusement, parce que après, j'aime bien en parler. Merci Vincent, mais je vous propose de vous asseoir à côté. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Et ça me fait une transition toute trouvée pour proposer à Rémi Noguera de nous rejoindre, parce que je pense que ce qui vient de dit à l'instant par UPI en conclusion vous parle un peu. Je vous en prie Rémi. Et, parce que moi je me souviens dans nos échanges et notre préparation. Oui, bonjour, merci. Bonjour. On va passer une petite vidéo qui explique ce qu'est le métier les métiers de Cerinov. Mais vous aviez parlé beaucoup de la voix du client et de la façon dont ces sujets IA peuvent à un moment donné forcément se percuter avec vos problématiques, notamment clients. Oui, alors, petit retour d'expérience. Nous, on a commencé notre transformation numérique en 2017. On est parti de deux constats, vraiment de deux points très importants qui devenaient de plus en plus importants pour nos clients. Chaque jour, nous concevons des équipements et des solutions de pointe pour créer de nouvelles expériences de vie. Mais plutôt de prédire quand est-ce que ça va casser. Et deuxième point, c'était de leur mettre à disposition des outils de contrôle visuel, c'est-à-dire de remplacer tous les logiciels d'analyse d'image et d'aider l'opérateur à identifier les défauts sur les pièces qui sortaient des machines. Quand je vous dis ça, on est parti, on n'avait pas de RP, on n'avait pas de logiciel de gestion de données techniques, on n'avait pas de serveur, on n'avait rien. Donc on a commencé, je suis content d'avoir entendu la roadmap idéale, parce qu'on a commencé par là, on a bétonné notre système informatique, on a mis en place des systèmes, on a dématérialisé complètement nos ressources humaines, de manière à fluidifier un petit peu des choses autour de nos collaborateurs. On a mis en place des gestionnaires de données techniques, et là, vous penserez à nous, dans 3 semaines, on va déployer notre ERP. Bon, je crois qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait avant nous. Ça va être un désastre pendant les premiers mois, mais normalement, après, ça ira mieux. Voilà. Donc, on a commencé par là. Et pourquoi? De manière à aborder une deuxième étape qui cadre parfaitement avec ce que vous avez dit. C'est d'intégrer des réseaux de microcapteurs sur les différents modules de nos machines afin d'avoir énormément de remontées d'informations et de prédire quand est-ce que tel module est en souffrance et à quel moment il va falloir anticiper des choses. Nous, dans nos métiers, donc on est équipementier, hein, on fabrique toutes les machines pour l'industrie de la céramique et du verre. Donc, quand vous voyez une assiette, ben voilà, on fabrique les machines qui façonnent, les machines qui cuisent, les machines de décoration, d'estampillage, enfin tout ce qui tourne autour des arts de la table. Donc, évidemment, on est à Limoges. Et autour de ces technologies, on a besoin d'avoir énormément de remontées d'informations et on sent que notre métier va vraiment changer. Donc tous ces microcapteurs, en fait, on les a intégrés sur nos modules et en ce moment, on est en train de recevoir les premières informations. Voilà. Donc on est en train de structurer au sein de nos équipes R&D des personnes capables de manipuler toutes ces données et de nous sortir énormément d'informations pour prédire ce qui va se passer. Parce qu'on a eu un gros changement de paradigme dans notre industrie, c'est que le matériau céramique, la porcelaine, c'était très difficile à mettre en forme. Donc la plupart du temps, quand des procédés de fabrication sont mis au point,
on les garde pendant 50 ou 80 ans dans les industries. Et ça accompagne toute une génération de techniciens, d'ingénieurs de maintenance, de responsables de sites. Et aujourd'hui, il y a toutes ces personnes qui partent à la retraite et les ingénieurs qui prennent la direction de ces sites. Eux, leur problématique, c'est pas de... ils ne savent pas dire quelles pièces détachées il faut qu'ils aient sur étagère et quelles compétences il faut qu'ils aient pour vite aller réparer si la machine tombe en panne. Ce qu'ils attendent de nous, c'est qu'on vienne avant. Voilà. Donc ça, pour nous, c'est vraiment une très très grosse révolution. Et la deuxième révolution aussi, c'est afin de maximiser les marges, on a décidé de non plus fournir des machines simples, mais des solutions complètes. Donc il faut comprendre machine et la poudre, l'encre qui va avec. Vraiment un système clé en main et fournir des machines de décoration. Alors ça c'est bien parce qu'on génère 30% de chiffre d'affaires récurrent par an. On augmente nos marges, mais le contrôle de qualité par contre est très dur. Pourquoi? Parce que quand un client veut fabriquer une assiette décorée, ce qui l'intéresse, c'est pas les caractéristiques premières de l'assiette, parce que ça pour lui ça fait partie du décor, c'est plutôt évidemment le décor qui va être posé dessus. Et comment il est contrôlé ce décor? Ben, il est contrôlé avec les yeux. Alors ça pour nous c'est un drame, parce que l'œil il voit tout. Et en plus quand l'œil est aiguisé avec des années de contrôle, avec une... je vais trouver le mot juste, mais une puissance titanesque au niveau de la résistance au changement de ces opérateurs, ben pour nous c'est très dur. Alors on a fait comme tout le monde, on est allé voir des fournisseurs de solutions de caméras, d'éclairage, de tout intégré, pas intégré, des briques à gauche, des briques à droite, on a mis des ingénieurs, des stagiaires, des laboratoires. Bon ben ça marche pas. Ça marche pas, quel que soit le montant qu'on met dessus, c'est pas satisfaisant. Parce qu'au final, dans une usine, on va mettre une caméra qui regarde de côté, un éclairage, un machin, naninana. Et puis au bout d'un moment, la saison passe, le soleil se lève un petit peu d'autre côté par rapport à la fenêtre et le système il marche plus. Ou alors il y a un déchargement un peu brutal dans l'atelier avec un sac de matière première qui éclate, il y a un peu de poussière, ça marche plus non plus. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et l'opérateur, lui, il voit toujours mieux des défauts que feraient ces systèmes-là, quoi. Donc on a fait une expérience il n'y a pas très longtemps. Alors nous, intelligence artificielle, c'est vrai comme on est des équipementiers, on est toujours, qu'on a toute l'année les pieds dans la paille et les mains dans le caca, ça paraissait un peu tarte à la crème. Bon, on a quand même fait des premiers travaux là-dessus. Et il se trouve, pour le contrôle qualité, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que avec ces systèmes, on ne va pas chercher à décrire exactement ce qu'il faut regarder. Est-ce que la couleur elle est à tel niveau de contraste et pas un autre? Est-ce qu'elle est un peu à gauche, un peu à droite? Est-ce qu'elle dépasse? Est-ce qu'elle se superpose? Sinon c'est quasiment impossible de faire ça, de le décrire et de faire ça par des analyses d'images normales. Par contre, avec ces algorithmes, on est capable de passer 300 assiettes sous une caméra en disant ces 300 assiettes, elles sont pas bonnes, mais on va pas te dire pourquoi. Et après on s'aperçoit que le modèle monte en compétence et tout de suite en 15 jours de stage avec un labo, on est arrivé à... Alors, on n'est pas encore à 99,9%, mais on arrive à 80-90%. Donc on sait déjà, et puis c'est une caméra, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc on sait que pour nous, pour notre métier, voilà, l'intelligence artificielle, ça va nous apporter en premier dans notre métier la possibilité d'apporter des modules de contrôle qualité. Et donc des savoir-faire nouveaux. Des savoir-faire nouveaux finalement. Ah oui, des savoir-faire nouveaux. Ouais. Et puis surtout, une plus grande valeur ajoutée, parce qu'un peu comme tous les équipementiers, nous, ce qu'on veut, c'est aussi conserver notre métier. Et puis, pour le conserver, il va falloir qu'on vende du service. Et puis, si on n'a pas des compétences en entrée, finalement, on va toujours proposer ce service au client, mais on va avoir un tierce prestataire qui va se mettre entre nous et notre client. Donc, finalement, on ira bien vendre le service, mais on n'aura pas la marge. Donc, on a envie d'internaliser quand même au maximum, pas tout, mais certaines briques importantes pour nos clients. Très bien. Donc c'est ce que vous me disiez quand on échangeait, pas d'usine du futur sans ouvrier du futur, et on voit l'IA finalement comme un coach qui vient renforcer ces métiers. Alors voilà, nous c'est notre conviction, je suis content aussi d'avoir, parce que nous on vient du fin fond du Limousin, finalement on voit qu'on n'est peut-être pas tombé loin de la cible. Effectivement, on ne fera pas d'usine du futur sans ouvrier du futur, et là on parle non pas des opérateurs de nos machines sur le terrain par nos clients, mais on parle de nos opérateurs à nous qui montent les machines. Comme tout chef d'entreprise, on subit un peu la nouvelle réforme de la formation, et c'est vrai qu'il faut accompagner nos opérateurs pour être sûr qu'ils soient formés tout au long de la vie et qu'ils soient employables tout au long de la vie. Mais quelque part, on pourrait aussi consacrer des budgets à leur apporter des systèmes de... Alors nous, c'est ce qu'on cible, mais il y en a sûrement plein d'autres, des systèmes de réalité augmentée pour leur permettre de faire mieux
et de faire un travail dans un périmètre plus grand qu'avant au travers de ces nouveaux systèmes. Voilà. Donc nous, nos opérateurs, sur le site en France, c'est essentiellement des assembliers. Donc c'est des gens qui montent des machines à partir de plans qui sortent du bureau d'études. Et évidemment, comme souvent, c'est la guerre entre le plan est mal fait, mais non, tu sais pas le lire. Enfin bon, bref. Et nous, ce que l'on veut, c'est mettre en place finalement des systèmes. On a vu ça chez un géant, c'est ThyssenKrupp qui avait fait des systèmes de casques transparents de réalité augmentée pour la maintenance de ses ascenseurs. Le technicien, il arrive sur site, il voit la panne et le système, en fonction de ce que voit l'opérateur, va lui proposer des opérations à faire, la personne à appeler en cas de problème, de l'aide à la décision si jamais tel ou tel cas se produit. Donc nous, ce seraient des systèmes qui seraient vraiment idéaux pour le montage de nos machines. Très bien, avec une appropriation forte des équipes pour ce type d'interface, parce que ça veut dire qu'il faut que l'appropriation soit vraiment très très bonne quand même de ce type d'outils aussi. Oui, alors, on n'en est pas parlé, mais effectivement, nous, dans notre métier, non pas qu'on souffre, mais on a avec toute la beauté de ces outils, puis c'est très enthousiasmant pour les équipes, n'empêche que quand même, dans nos ateliers, il y a une résistance au changement, voilà, qu'il faut accompagner. C'est, en plus de la partie technique, c'est un challenge pour nous. C'est parfait, merci beaucoup pour ce témoignage très intéressant. Rémi, on peut l'applaudir. Et vos propos conclusifs vont me permettre justement de trouver une transition toute trouvée avec François Pellerin, que je vais lui proposer qu'il nous rejoigne maintenant. J'imagine, François, que tu vas avoir envie de réagir avec pas mal de choses qui ont été dites. Alors j'ai mis pas mal de choses sur ta fiche, parce que je te présente comme un conférencier chercheur associé Mines ParisTech, mais tu es aussi l'ancien animateur du programme Usine du Futur de la région Nouvelle-Aquitaine, oui, donc ça te parle bien, et ex-directeur de l'établissement de board de Turbo Meca. Un vieux, quoi. Ouais, mais avec des propos très jeunes, finalement. Donc, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'est-ce que tu as inspiré déjà aussi les témoignages qu'on a eus juste avant? Alors, je pense que pour une PME, tout ça doit paraître bien difficile à digérer. Je parle de la PME standard, vous devez le savoir. La PME standard de notre petit monde, tout ça paraît difficile à imaginer. Et en même temps, il y a un potentiel très fort autour de ça. Donc ça demande une appropriation, d'abord par l'entreprise et son dirigeant, et puis on va en reparler par les équipes, qui est loin d'être facile. Mais l'exploitation des données, c'est vraiment une source très très importante de gains en qualité, en coût pour l'avenir. Pardon, je mets une slide qui va peut-être te faire réagir. Je ne sais pas si tu reconnais cette personne. Oui, je crois. Son prénom va m'échapper, mais c'est Taylor, quoi. Exactement, voilà. Exactement. Alors, oui, je l'ai mis exprès parce qu'on a eu des oui, échanges on en a sur peut-être la un peu notion de parlé. taylorisation. Alors, bien sûr, on peut dire Taylor, c'est bien loin. Taylor, je vous rappelle en 2 mots, c'est la division verticale. Il y a ceux qui pensent et ceux qui font. Et la division horizontale, on découpe en tâches individuelles, vous vous rappelez de Charlie Chaplin, bien sûr, mais c'est les deux, hein, division verticale et division horizontale. Il disait même pour la division verticale, je cite de mémoire, on ne doit pas réfléchir dans l'atelier. C'est les gens du bureau d'études qui conçoivent. Alors évidemment, ce monde de Taylor, il a évolué. Il faut se rappeler qu'au début du XXe, c'est les paysans qui arrivaient dans les usines. Donc évidemment, leur mâcher le travail pour qu'ils soient capables de le faire, c'était un point très important. Alors aujourd'hui, tout ça a changé, mais pas complètement. Donc la division horizontale du travail, elle a pris un coup dans le nez, si j'ose dire, parce qu'on s'est aperçu qu'on perdait complètement le sens des opérations. Et donc regrouper des tâches entre elles pour que les gens voient le résultat de leur travail, ça a paru important et c'est une tendance. La deuxième chose, c'est dans la division verticale du travail. Aujourd'hui, on autorise les opérateurs à faire de l'amélioration continue. C'est-à-dire finalement à améliorer leur process. Et donc, c'est un coup de canif dans la division verticale du travail. Mais il y a quelque chose qui reste, qui est un peu ce qui nous reste de Taylor. C'est que la conception du travail aujourd'hui,
la définition du travail est faite par le bureau d'études et le bureau des méthodes, avec la maintenance, etc. Et n'associe souvent pas les opérateurs. Et ça, c'est un problème aujourd'hui, ça devient très difficile parce que on sait aujourd'hui que c'est celui qui fait qui sait. C'est d'ailleurs un changement de paradigme complet par rapport à Taylor. Taylor, c'est le bureau d'études ou le bureau des méthodes qui sait, ou le chef, alors qu'aujourd'hui, on sait que c'est celui qui fait, qui a l'expérience du métier, qui fait. Et donc, il faut arriver, c'est ce que j'appelle le design du travail, il faut arriver à intégrer l'opérateur dans les équipes de définition de son propre travail. C'est important parce qu'il sait des tas de choses sur son travail. C'est important parce que c'est une façon pour qu'il s'approprie son nouveau travail, en particulier dans le domaine de l'industrie 4.0. Donc ça veut dire que, on l'évoquait ensemble, hein, l'IA peut laisser entendre un danger d'une forme de retour, un peu de taylorisation, parce qu'il y a quand même un fantasme, le fantasme que j'évoquais tout à l'heure autour de l'automatisation quand même, alors que ce qu'on en dit, c'est que finalement l'IA doit être à tout prix au service justement de cette compréhension des métiers, de cette compréhension des savoir-faire, de savoir les cartographier et d'aller plus loin finalement pour aider l'opérateur. Et donc c'est un peu cette notion-là qu'on retrouve dans la notion de design du travail. Hein. Alors, c'est pas exactement de l'IA, mais quoique. Je vais donner un exemple des difficultés potentielles du numérique dans ce contexte-là. Je donne souvent l'exemple de la main guidée par la réalité augmentée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des opérateurs qui mettent des lunettes. On leur dit de mettre la vis là. Ils voient la position que doit prendre la vis à travers leur système, projetée sur la pièce réelle. On leur indique le couple à appliquer et on lui indique toutes les opérations qu'il doit réaliser dans le temps. On comprend bien que là, il y a potentiellement le retour d'un taylorisme numérique. Alors, je ne suis pas dans l'IA exactement là, hein, mais... Quelque chose qui est presque un tutoriel imposé. Tutoriel imposé, rigide et linéaire, ça ne pourra pas marcher longtemps. Au bout de 15 jours, le gars, il en a ras-le-bol de son truc. Donc, il faut que les systèmes, et c'est là que l'IA arrive, pour le meilleur, j'espère. Il faut que le système s'adapte aux compétences qui évoluent de l'opérateur. L'intérimaire qui débarque, il peut être assisté de A à Z, et ensuite le système doit faire évoluer, sauter certaines étapes, parce que c'est plus nécessaire pour l'opérateur. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut qu'il soit apprenant, qu'il s'adapte, oui. et que c'est une autre notion qu'on avait évoquée ensemble, suite à des échanges, si j'ai bien compris aussi, que vous aviez eu avec Jean-Louis Fréchin. C'est une différence aussi entre la notion de scénario, la notion de scénographie du travail, et donc d'une certaine manière d'une IA qui est capable d'accompagner en permanence et d'itérer en permanence sur cette scénographie ou sur ces scénarios métiers. Oui, c'est un concept que j'ai trouvé dans un bouquin qui s'appelle « Le design des choses » de Jean-Louis Fréchin, qui est un grand designer du numérique, qui travaille avec Parrot. Et il faut passer d'un scénario linéaire, mon gars avec ses lunettes de réalité augmentée à qui on explique étape par étape tout ce qu'il doit faire jusqu'à ce qu'il en ait ras-le-bol. C'est le scénario rigide et linéaire. Il faut passer d'un scénario rigide et linéaire à une scénographie d'accompagnement du travail, plus que de diriger le travail, mais d'accompagnement du travail, avec des portes qui s'ouvrent dans un univers 3D en fonction de l'évolution des compétences de l'opérateur. Donc ça vient toucher sur des compétences d'acteurs. Je pense que UPI, je crois, des gens qui sont sur l'ergonomie, sur les facteurs humains. Je pense à Akiani, je pense à Aercia, je sais qu'ils sont là aujourd'hui les deux, donc c'est pour ça que j'en profite pour les citer, qui ont cette approche finalement, d'une approche design sur le métier et l'ergonomie. Oui, tout à fait. D'accord. Très bien. Donc il faut extirper cette dernière racine de Taylor dans le monde du travail. Parce que c'était intéressant tout à l'heure. Il y a un enjeu énorme d'attractivité pour l'industrie. Si les systèmes numériques rigidifient le processus du travail alors qu'il était en train de s'assouplir, alors on est mort. Plus personne ne voudra venir travailler dans l'industrie. Si, je rêve là, votre outil de pilotage de votre système, c'est un jeu vidéo en 3 dimensions, alors là, on va attirer du monde. Le monde du jeu vidéo qui rentre de plus en plus, y compris dans le monde de l'industrie, par les jumeaux numériques, par des moteurs de simulation. Peut-être un point, je vois que le temps file, mais j'ai vraiment envie de continuer cet échange. Il faut qu'on fasse attention malgré tout à l'horaire. On avait évoqué évidemment le fait justement de rajouter davantage d'intelligence collective
dans l'intelligence artificielle, et donc on le comprend bien à travers vos propos. On avait aussi, sur la notion de comment on invente ces nouveaux métiers, évoqué aussi le rôle important du manager de niveau intermédiaire. Vous disiez qu'il est de plus en plus sous pression, et que là aussi, il y a une strate sur laquelle faire vraiment attention en termes de design du travail. Oui, alors le manager intermédiaire, aujourd'hui, ça dépend de la taille de la boîte, hein. Le manager intermédiaire dans un grand groupe ou dans une PME, ce n'est pas exactement la même chose. Mais bien souvent, le manager intermédiaire est occupé par toute une série de tâches administratives, remplir des tableaux de bord, regarder ses KPI, faire des entretiens annuels, très important, mais suivre des tableaux de bord RH et financiers, et j'en passe, de qualité. Et donc le risque, c'est que le manager, et on le voit ça, ne soit plus sur le terrain. Le premier rôle du manager de premier niveau, de deuxième niveau, c'est d'accompagner ses équipes, de les aider. Et il y a vraiment une problématique difficile, au fond, quelle part de mon temps je dois consacrer à tout ce reporting qu'on me demande. Je peux laisser de l'autonomie. Et comment je peux laisser de l'autonomie à mes équipes, mais comment je peux aussi... L'autonomie, ça ne veut pas dire ne pas être présent. Comment je peux être là en support, c'est-à-dire de quoi vous avez besoin pour mieux faire votre boulot. Donc le design du travail, c'est aussi c'est-à-dire regarder, la personne regarde avec du support extérieur comment elle peut changer son propre travail. C'est aussi regarder la répartition des tâches pour les managers intermédiaires. Très bien, ça me rappelle aussi cet échange qu'on avait eu l'année dernière avec le groupe Cassou. Je leur évoquais tout à l'heure qu'ils disaient qu'il faut absolument intégrer toujours plus les utilisateurs et pas forcément que les sachants dans ce processus de design, et des méthodos orientés sur le design, sur les utilisateurs, pas que le client, les utilisateurs de plus en plus. Très bien. Et merci beaucoup François, il faut qu'on enchaîne dans cette journée qui est chargée. C'était un plaisir de vous avoir sur cette scène. Ça me permet de presque clôturer cette plénière. Je vous remercie à tous. Vous êtes restés en plus, vous étiez très attentifs à vos paroles respectives aux uns et aux autres. Merci à vous aussi. On va enchaîner encore avec quelques temps sur cette scène, puis on va essayer de vous trouver du moment quand même pour avoir la pause promise tout à l'heure. On a pris un petit peu de retard, mais merci en tout cas à vous tous pour ces échanges passionnants. Donc je vous libère tous de cette scène. Merci François, à très bientôt. Évidemment, n'hésitez pas à aller les embêter après, hein, il ne faudra pas hésiter.